En août 2022, sous la lumière bleue de l'atelier de Molsheim, en Alsace, un technicien en gants blancs a serré les boulons d'un bloc moteur pour l'une des dernières fois. Bugatti venait de présenter la Mistral, annonçant officiellement la fin de la production du Verse 16. Après près de 20 ans d'histoire, ce monstre de 8,0 litres, gavé par 4 turbocompresseurs et respirant par 64 soupapes, s'apprêtait à quitter les chaînes. La fusion de la marque avec Rimac venait de sceller son sort. Pour les mécaniciens et artisans français de l'usine, ce n'était pas juste un arrêt commercial, c'était la perte d'une identité mécanique absolue. Le paradoxe était brutal. Le Dry Race 16 ne disparaissait pas parce qu'il était dépassé sur l'asphalte. La machine fonctionnait encore parfaitement. C'est le système légal et environnemental autour de lui qui ne pouvait plus le tolérer. Mais la véritable histoire du W16 n'est pas seulement l'histoire d'un record de vitesse à Molsheim, c'est l'histoire d'un moteur thermique qui a défié toutes les lois de la physique avant que le monde moderne ne referme la porte sur lui. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs, usines et non industriels qui ont un jour défini la puissance française et ce qui s'est passé lorsque le monde a changé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Molsheim, au tournant des années 2000. En 1998, l'industrie automobile française connaissait bien la production de masse et la compétition de très haut niveau. À Viry-Châtillon, Renault construisait des moteurs de Formule 1 capables de dominer le monde. À Sochaux et à Douvrin, les usines crachaient des milliers de blocs diesel et essence pour motoriser la classe moyenne européenne. Mais dans le domaine de la puissance absolue, du luxe mécanique sans compromis, la France était devenue silencieuse. Les grands noms d'avant-guerre, ceux qui fabriquaient des moteurs géants pour des voitures de roi, n'étaient plus que des souvenirs enfermés dans des musées. L'un de ces noms, peut-être le plus mythique de tous, était Bugatti. Depuis des décennies, le domaine de Molsheim, en Alsace, l'ancien cœur battant de la marque fondée par Ettore Bugatti, dormait. Le nom avait brièvement été ressuscité en Italie au début des années 90, mais l'aventure s'était effondrée. La France n'avait plus de moteur porte-étendard sur la route. C'est dans ce vide industriel qu'un ingénieur autrichien, Ferdinand Piëch, alors à la tête du groupe Volkswagen, décida d'imposer une vision qui allait terrifier ses propres bureaux d'études. Piëch racheta les droits de la marque Bugatti en 1998. Son cahier des charges n'était pas un plan d'affaires, c'était un défi lancé aux lois de la thermodynamique. Il exigeait une voiture capable de dépasser les 400 km/h, de produire plus de 1000 chevaux, de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, tout en étant assez docile pour être conduite à l'opéra le soir même. Pour accomplir cela, il fallait un cœur mécanique d'une taille et d'une complexité inédite. La légende raconte que la première esquisse fut dessinée par Piëch lui-même sur une enveloppe dans un train au Japon. Il imagina d'abord un moteur à 18 cylindres. Mais une fois le projet transféré aux ingénieurs motoristes, la réalité physique s'imposa. Un bloc à 18 cylindres en ligne ou même en W était trop long, trop lourd et impossible à intégrer dans un châssis de sportif. Le bureau d'études réduisit le nombre à 16, créant ainsi une architecture rarissime, le moteur Berlitton 16. Un moteur W16, une architecture regroupant 16 cylindres, disposés en W, consistait virtuellement à fusionner deux blocs V8 à angle très fermé pour les relier à un seul vilebrequin. Le vilebrequin, l'arbre central extrêmement robuste qui transforme le mouvement vertical des pistons en un mouvement de rotation continue, devait supporter des forces de torsion capables de briser l'acier ordinaire. La cylindrée, le volume total déplacé par les pistons à l'intérieur des cylindres, fut fixé à 8,0 litres. C'était gigantesque. Pour faire respirer ce monstre, les ingénieurs durent concevoir une culasse abritant 64 soupapes. Les soupapes, les pièces mécaniques, qui s'ouvrent et se ferment à un rythme frénétique pour laisser entrer le mélange d'air et de carburant, puis expulser les gaz brûlés, devaient opérer avec une précision d'horloger, entraînée par un système de distribution d'une complexité redoutable. Mais dessiner ce bloc moteur, la structure principale en aluminium massif qui contient les cylindres, n'était que la première étape. Au début des années 2000, lorsque les premiers prototypes de ce moteur thermique, un moteur qui produit du mouvement en brûlant du carburant, furent placés sur les bancs d'essai en Allemagne, le véritable problème apparut.
un moteur à combustion interne, ne transforme qu'environ un tiers de l'énergie de son carburant en puissance mécanique. Le reste se dissipe sous forme de chaleur et de bruit. Pour produire 1000 chevaux de force motrice, le W16 générait environ 2000 chevaux d'énergie thermique. Sur les premiers bancs d'essai, la chaleur était si intense que les systèmes d'échappement devenaient rouges vifs avant de fondre. Les flammes jaillissaient et l'équipement du laboratoire d'essai peinait à évacuer la température. Les ingénieurs déclarèrent le projet impossible. On ne pouvait pas enfermer un tel réacteur nucléaire au milieu d'une voiture fermée sans qu'elle ne prenne feu. Cependant, l'ambition technique de Piëch refusait le compromis. Les motoristes durent réinventer entièrement la manière dont un moteur s'alimentait et se refroidissait. Et alors que la mécanique brutale prenait forme dans les laboratoires d'outre-Rhin, la décision fut prise de ramener l'âme de cette machine en France. Un moteur portant le nom de Bugatti ne pouvait pas être assemblé dans une usine de production de masse en Basse-Saxe. Il devait naître là où l'histoire l'exigeait. Le groupe racheta le château Saint-Jean à Molsheim et ses terrains environnants. À côté du château historique, une nouvelle structure vit le jour, l'atelier. Inauguré en 2005, ce bâtiment moderne en forme de macaron ne ressemblait à aucune usine automobile française existante. Il n'y avait pas de chaîne de montage bruyante, pas de robots de soudure projetant des étincelles, pas de sol taché d'huile. L'atelier de Molsheim ressemblait davantage à un laboratoire chirurgical ou à une salle d'assemblage de satellites aérospatiaux. Le sol était d'un blanc immaculé, recouvert d'une résine époxy conductrice pour éviter l'électricité statique. C'est ici, en Alsace, qu'une équipe restreinte de techniciens et de mécaniciens hautement qualifiés allait recevoir les composants venus de toute l'Europe pour assembler le Titan. Pour la France et son héritage industriel, c'était un tournant. Le 2W16 remettait le pays sur la carte de la démesure mécanique. L'assemblage d'un seul moteur prenait des jours. Chaque piston, chaque bielle, chaque millimètre de câblage était ajusté à la main sur des chariots d'assemblage autonomes. La région retrouvait une vocation qu'elle avait perdue avec la Seconde Guerre mondiale, celle de fabriquer la voiture la plus rapide et la plus puissante du monde. La mécanique était désormais dessinée sur le papier, financée par un empire industriel, et l'atelier de Molsheim était prêt à la construire. Mais pour que la Bugatti Veyron puisse rouler, l'ingénierie devait encore prouver qu'une machine générant autant de violence pouvait survivre dans le monde réel. En 2005, après des années de retard, de rumeurs d'annulation et de doutes au sein de l'industrie, le silence de l'atelier de Molsheim fut enfin rompu par le son d'un produit fini. Bugatti livrait la Veyron 16.4. La France accueillait de nouveau sur son territoire la production de la voiture de série la plus extrême de la planète. L'ingénierie avait surmonté le mur thermique et la solution technique qui permettait au W16 de survivre à sa propre puissance relevait autant de l'aérospatiale que de l'automobile. Pour atteindre l'objectif inébranlable de Ferdinand Piëch, le moteur atmosphérique, un moteur qui aspire l'air naturellement à la pression atmosphérique, ne suffisait pas, même avec une cylindrée de 8,0 litres. L'équipe d'ingénierie dut gaver le bloc. Ils y greffèrent 4 turbocompresseurs. Un turbocompresseur, un système entraîné par les gaz d'échappement qui envoie davantage d'air sous pression dans le moteur, permet d'augmenter massivement la quantité de carburant brûlé et donc la puissance. Le W16 ne respirait pas. Il engloutissait l'air. À plein régime, le moteur aspirait environ 45 000 litres d'air par minute, soit l'équivalent du volume d'air qu'un être humain respire en un mois. Le résultat brut de cette respiration artificielle de 16 cylindres fut homologué à 1000 chevaux et 1250 Nm de couple. Le couple, la force de rotation d'un moteur, ressentie physiquement par le conducteur, comme la capacité de la machine à l'écraser au fond de son siège, était si dévastateur qu'il nécessita la conception d'une boîte de vitesse à double embrayage inédite pour ne pas exploser sous la contrainte. À une époque où une voiture familiale française moyenne offrait péniblement 110 chevaux, le chiffre de 1001 chevaux semblait provenir d'une autre dimension physique. Mais produire cette force sur un banc d'essai pendant quelques secondes était une chose. La produire sur la route de manière fiable en était une autre. Le véritable triomphe du W16 ne résidait pas dans sa capacité à exploser, mais dans sa capacité à ne pas fondre. Pour résoudre le cauchemar thermodynamique rencontré lors des premiers tests, les ingénieurs durent transformer la carrosserie de la Veyron
en une gigantesque soufflerie et doter le moteur d'un système de refroidissement liquide d'une complexité jamais vue. Le refroidissement liquide, un circuit d'eau et d'antigel qui circule dans le bloc moteur pour absorber la chaleur avant de la dissiper, nécessita l'installation de 10 radiateurs distincts répartis dans tout le véhicule. Il y avait 3 radiateurs principaux pour le moteur, un radiateur pour l'huile de la transmission, un autre pour le différentiel, un pour l'huile moteur et des échangeurs thermiques spécifiques pour refroidir l'air bouillant sortant des 4 turbos avant qu'il n'entre dans les cylindres. Le circuit d'eau principal contenait 40 litres de liquide de refroidissement et le circuit de lubrification nécessitait environ 40 litres d'huile spécialement développée. Dans l'atelier de Molsheim, les mécaniciens en gants blancs ne se contentaient pas d'assembler des pièces. Ils construisaient une centrale thermique miniaturisée. Chaque tolérance devait être microscopique. Les 64 soupapes en titane, des pièces allégées et ultra résistantes capables de supporter des températures de combustion extrêmes sans se déformer, devaient danser en parfaite synchronisation à plus de 6000 tours par minute. Le moindre défaut d'assemblage en Alsace aurait pu provoquer la destruction instantanée d'un moteur, valant à lui seul le prix de plusieurs voitures de luxe. En avril 2005, sur la piste d'essai secrète des Ralessiens, la théorie rencontra enfin l'asphalte. La Veyron 16-4 atteignit la vitesse certifiée de 407 km/h. La promesse était tenue. À cette vitesse absolue, les lois de la consommation devenaient presque absurdes. Les pompes à essence devaient fournir une pression colossale à l'injection. Le système qui introduit le carburant dans le moteur de manière ultra précise. À plus de 400 km/h, le W16 avalait du carburant à un rythme tel que le réservoir de 100 litres se vidait entièrement en seulement 12 minutes. Les ingénieurs aimaient plaisanter sur le fait que ce n'était pas un problème, car à cette même vitesse, les pneus Michelin spécialement conçus pour la voiture ne tiendraient que 15 minutes avant de se désintégrer. Ce niveau de performance modifia radicalement la perception de l'industrie. Le marché du moteur très haut de gamme, qui s'était habitué à des V12 italiens ou allemands atmosphériques, regardait soudainement Molsheim comme le nouveau centre de gravité de la démesure absolue. Des clients du monde entier, des milliardaires, des industriels et des collectionneurs commencèrent à faire le pèlerinage en Alsace pour commander cette machine. Pourtant, d'un point de vue purement financier et industriel, le Weber 16 était un paradoxe complet. La force des coûts et de la production frappait silencieusement. Le groupe Volkswagen perdait des millions d'euros sur chaque exemplaire vendu. Le coût de développement du moteur, de la transmission et des systèmes de refroidissement était astronomique. Aucun réseau d'assistance traditionnel ne pouvait entretenir cette mécanique. Bugatti dut créer un système où des docteurs volants, des techniciens ultra spécialisés basés à Molsheim, prenaient l'avion pour réparer les moteurs partout dans le monde. Mais la rentabilité immédiate n'était pas l'objectif. Le W16 existait pour être un monument, une preuve irréfutable de supériorité technologique. En ramenant l'assemblage et la finition de cette cathédrale mécanique à Molsheim, l'industrie automobile avait redonné à la France un statut qu'elle n'avait plus connu depuis les années 1930. Celui du pays abritant l'atelier produisant le moteur thermique le plus sophistiqué de son époque. Le W16 avait imposé le silence à ses critiques et redéfini la physique automobile, mais Molsheim s'apprêtait à exiger de ce bloc une violence encore plus sourde. En 2016, l'Aveyron arrivait à la fin de son cycle de production. Le monde automobile changeait rapidement et l'industrie s'attendait à ce que Bugatti se tourne inévitablement vers l'hybridation, l'utilisation combinée d'un moteur thermique et d'un moteur électrique pour augmenter la puissance tout en réduisant les émissions. Ailleurs en Europe et en France, la tendance absolue était au downsizing, une méthode consistant à réduire radicalement la cylindrée et le nombre de cylindres pour satisfaire les nouvelles normes environnementales. Mais l'industrie avait sous-estimé la volonté de l'atelier de Molsheim de repousser le mur de la physique thermique. Au lieu de céder à l'électrification naissante, l'équipe d'ingénierie décida de maintenir le W16 en vie et de le pousser vers un sommet absolu. Le résultat fut la Bugatti Chiron. Avec elle, le moteur de 8,0 litres connaissait une seconde naissance, plus violente et plus sophistiquée que la première. Atteindre 1001 puis 1200 chevaux avec l'Aveyron avait déjà été un cauchemar thermodynamique.
Pour la Chiron, le cahier des charges exigeait une puissance inimaginable de 1500 chevaux et un couple, la force brute de rotation capable d'arracher la voiture de son point d'arrêt, de 1600 Nm. Ajouter 300 chevaux supplémentaires à un bloc qui opérait déjà à la limite des tolérances métallurgiques nécessitait de repenser presque chaque composant. Environ 95% des pièces du moteur furent entièrement redessinées. Le vilebrequin fut renforcé et les bielles, les bras de levier métalliques qui relient les pistons au vilebrequin pour transformer l'explosion en mouvement rotatif, furent alors fabriqués dans des alliages de titane ultra légers et ultra résistants. Cependant, le véritable secret de cette nouvelle architecture résidait dans la manière dont le moteur respirait. Les motoristes introduisirent un système de turbocompression séquentielle à 2 étages. Ce système complexe permettait d'activer seulement 2 des 4 turbocompresseurs à bas régime pour offrir une réponse immédiate sous la pédale, évitant ainsi le temps de latence typique des gros turbos. Ensuite, au-delà de 3800 tours par minute, des clapets d'échappement s'ouvraient pour enclencher les 2 autres turbos simultanément, libérant un ouragan d'air comprimé. Les turbocompresseurs eux-mêmes étaient 69% plus grands que ceux de la génération précédente. À plein régime, cette usine à gaz forçait plus de 60 000 litres d'air par minute dans les chambres de combustion. Pour gérer cette violence au sein de l'atelier de Molsheim, les méthodes d'assemblage durent évoluer. Le bloc moteur, la cathédrale d'aluminium de 440 kg, qui abritait les 16 cylindres, exigeait d'une précision qui dépassait l'automobile pour rejoindre l'horlogerie et l'aérospatiale. Sur les chariots d'assemblage immaculés, sous la lumière bleue et blanche du site alsacien, chaque technicien travaillait dans un silence quasi religieux. Les 64 soupapes, les arbres à cames et le collecteur d'admission en fibre de carbone étaient ajustés manuellement. Chaque boulon en titane était serré selon des spécifications de couple exact, puis enregistré numériquement pour garantir une traçabilité totale. Le refroidissement fut de nouveau le plus grand adversaire. Brûler autant de carburant pour produire 1500 chevaux générait l'équivalent de 3000 chevaux de chaleur rejetés. La pompe à eau du circuit de refroidissement liquide dut être surdimensionnée à des proportions industrielles. À pleine charge, elle faisait circuler 800 litres d'eau par minute à travers le moteur, soit le débit d'une lance à incendie professionnelle, simplement pour empêcher le bloc de fondre sur lui-même. Dans une France dont les routes se remplissaient de petits moteurs 3 cylindres économiques, Molsheim maintenait en vie un empire mécanique totalement anachronique, mais d'une perfection technique incontestable. L'Alsace possédait la chaîne d'assemblage produisant la force motrice la plus dense au monde. Les clients fortunés ne venaient pas seulement acheter un moyen de transport, ils faisaient le pèlerinage pour voir un métal brut transformé en puissance pure. La mécanique était prête, repensée et blindée pour affronter la route, mais pour inscrire définitivement ce moteur dans l'histoire française et mondiale, il fallait lui faire affronter la vitesse extrême une dernière fois. En 2019, l'industrie automobile mondiale commençait déjà à se tourner vers les batteries, mais Molsheim avait encore une dernière démonstration de force brute à accomplir. L'objectif n'était plus seulement de battre des concurrents sur le marché de l'hypercar, car le W16 n'en avait plus. L'objectif était de battre un chiffre absolu, la barre mythique des 300 miles par heure, soit environ 482 km/h. Pour cet assaut final contre la physique, le moteur fut poussé à 1600 chevaux dans une version spécifique baptisée Chiron Supersport 300+. Atteindre ce niveau de puissance sans fondre exigeait une gestion thermique et aérodynamique si extrême que les ingénieurs durent allonger la carrosserie de la voiture de 25 cm pour empêcher l'air turbulent de la freiner. Sur les chariots immaculés de l'atelier de Molsheim, les techniciens alsaciens installèrent des pistons renforcés et augmentèrent la pression absolue des 4 turbocompresseurs. À ce stade, la machine ne ressemblait plus à une simple voiture de route, mais à un missile balistique homologué pour la rue. Le 2 août 2019, sur la piste d'Era-les-Siens, le pilote d'essai Andy Wallace s'installa au volant. Le bloc de 8,0 litres hurla derrière lui. La voiture perça l'air à une vitesse mesurée de 496 km/h. Le record du monde était pulvérisé. À 496 km/h, la voiture parcourait plus de 136 mètres par seconde. À cette vitesse inouïe,
la force centrifuge exercée sur les pneus pesait des milliers de fois leur poids réel, et le moteur avalait son carburant avec une telle voracité qu'un voyage prolongé aurait nécessité des pompes d'alimentation industrielle. Ce chiffre de 490,48 km/h n'était pas seulement une victoire pour la fiche technique. C'était l'apogée d'une époque. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une Renault de course, de la liberté d'une 2CV, de la vitesse d'une Peugeot au Mans, de la puissance d'un hélicoptère ou de la fierté d'une usine, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. L'écosystème autour du W16 à son apogée était aussi extrême que le moteur lui-même. Un réseau d'assistance ou un garage traditionnel n'aurait jamais pu entretenir cette mécanique. Molsheim avait dû concevoir un système de maintenance sur mesure, les docteurs volants. Ces mécaniciens de très haute précision, formés en Alsace, voyageaient à travers le monde avec des mallettes d'outils numérisés pour régler les soupapes, vérifier les turbos ou analyser les données télémétriques envoyées en temps réel par les voitures jusqu'au serveur de l'usine en France. Si un capteur détectait une anomalie de pression dans l'un des circuits d'huile à Dubaï ou à Miami, l'atelier de Molsheim le savait avant même que le propriétaire ne s'en rende compte. Ce niveau de dévouement industriel garantissait que chaque W16 restait un chef-d'œuvre opérationnel. Dans le hall de l'usine, où le silence clinique contrastait avec la violence des moteurs testés sur les bancs d'essai, on ne parlait plus de rentabilité immédiate. Le groupe Volkswagen avait fini par équilibrer les comptes avec la Chiron, mais l'argent n'était devenu que secondaire. Le W16 justifiait l'existence de l'ingénierie thermique absolue. Il prouvait que face aux limites de la thermodynamique, le savoir-faire humain, centré dans une petite ville française, pouvait encore dicter ses propres lois. La domination était totale. Le carnet de commandes de Molsheim était plein pour les années à venir. Des acheteurs du monde entier attendaient patiemment qu'un technicien alsacien grave ses initiales sur leur bloc moteur. La presse automobile mondiale avait couronné le W16 comme le roi incontesté de l'ère moderne, le pinacle d'une culture mécanique qui refusait de s'éteindre. Mais cette domination s'exerçait dans un monde qui était en train de changer de paradigme. Au sommet de sa gloire, le W16 semblait intouchable, un monument de métal et d'ingénierie à l'épreuve du temps. Pourtant, la première fissure ne vint pas du bloc moteur, de l'usine ou d'un manque de clients, mais des lois silencieuses qui commençaient déjà à encercler l'Alsace. La première fissure dans l'empire du W16 ne fut pas mécanique. Elle n'apparut pas sur un banc d'essai à Molsheim, ni lors d'une tentative de record sur la piste allemande d'Eralessien. Elle apparut sous la forme de documents légaux et de tableaux Excel à Bruxelles et à Wolfsburg. Au sommet de sa gloire, alors que la Chiron Supersport 300+ redéfinissait les limites de la vitesse humaine, le moteur de 8,0 litres heurtait un mur que ni ses 4 turbos, ni ses 64 soupapes ne pouvaient en percer. Le mur de la législation environnementale. Le W16 était une anomalie triomphante, mais il fonctionnait selon les règles d'un monde qui était en train de disparaître. La force des émissions, de la consommation et de l'homologation européenne commençait à resserrer son étau autour de l'Alsace. L'homologation, le processus strict par lequel un moteur ou un véhicule est approuvé pour rouler légalement sur les routes publiques, devenait le nouveau cauchemar des motoristes. Avec l'introduction de la norme Euro 6, puis de ses itérations de plus en plus sévères, les exigences de dépollution changeaient drastiquement. Un catalyseur, un composant clé du système d'échappement contenant des métaux précieux qui provoquent une réaction chimique pour neutraliser les gaz toxiques, devait désormais filtrer des volumes d'échappement colossaux. Rappelons qu'à pleine charge, le W16 avalait et recrachait l'équivalent de ce que consommaient plusieurs dizaines de citadines réunies. Les catalyseurs de la Chiron étaient gigantesques. À eux seuls, ils possédaient une surface active interne, équivalente à plus de 30 terrains de football. Mais même cette ingénierie extrême de la dépollution atteignait ses limites physiques. Le problème n'était pas seulement ce que le moteur rejetait, mais la quantité de carburant qu'il devait brûler. Les chiffres officiels faisaient état d'une consommation mixte de plus de 22,5 litres au 100 km. Les émissions de CO2 s'élevaient à 516 grammes par kilomètre, soit près de 5 fois plus qu'une voiture familiale de l'époque. Dans les années 2000, lors de la gestation de la Veyron,
Ces chiffres faisaient sourire l'industrie, perçue comme le prix acceptable de la démesure absolue. À l'aube des années 2020, il devenait un boulet industriel majeur. La législation européenne imposait désormais la norme CAF, Corporate Average Fuel Economy, obligeant les grands groupes automobiles à maintenir une moyenne d'émissions très basse sur l'ensemble des véhicules neufs vendus, sous peine d'amendes punitives chiffrées en milliards d'euros. Chaque Bugatti sortant de l'atelier de Molsheim pesait lourdement sur le bilan carbone global du groupe Volkswagen. Pour compenser l'existence d'une seule Chiron vendue, le groupe devait immatriculer des dizaines de véhicules entièrement électriques. Le marché automobile mondial basculait. L'électrification, le passage d'une puissance basée sur le carburant vers des moteurs électriques, des batteries et des systèmes hybrides, n'était plus une technologie expérimentale. C'était devenu le standard imposé. Les hypercars électriques commençaient à émerger, prouvant qu'il était possible d'atteindre 1000 ou 1500 chevaux sans consommer une seule goutte d'essence et avec un couple de rotation instantané qui rendait presque la complexité d'un système à 4 turbos obsolète sur le strict plan de l'accélération pure. Le paradoxe devenait intenable. L'ère de Ferdinand Piëch, l'homme qui avait imposé le W16 par pure volonté d'ingénierie, était révolue. Le groupe allemand, traumatisé par le scandale des moteurs diesel truqués, avait engagé une restructuration titanesque pour devenir un leader mondial de la mobilité électrique. Dans cette nouvelle doctrine d'entreprise, investir des centaines de millions d'euros pour développer une troisième génération de moteurs thermiques de 8,0 litres à 16 cylindres était financièrement, politiquement et socialement indéfendable. Le bloc Bugatti était encore solide, majestueux, capable de performances inouïes. Le système industriel et financier autour de lui cédait déjà. La rumeur commença à courir dans la presse. Le groupe Volkswagen cherchait à se séparer de Bugatti. Pour les artisans et les techniciens de l'atelier de Molsheim, c'était un choc. L'usine d'Alsace ne construisait pas de simples voitures. Elle était construite autour de ce moteur précis. Si le W16 n'avait plus de place dans le futur de son groupe propriétaire, quelle serait la place de Molsheim dans l'industrie automobile française? La réponse arriva en 2021 et redessina la carte de la puissance mondiale. Volkswagen transféra le contrôle de Bugatti dans le cadre d'une fusion. Bugatti ne fut pas vendu à un constructeur traditionnel, mais associé à Rimac Automobili, une jeune entreprise croate dirigée par Mate Rimac, pionnier de la technologie des hypercars à batterie. L'entité devint Bugatti Rimac. Le symbole était puissant. La marque historique française, pinacle absolu du moteur à combustion interne, était désormais dirigée par l'ingénieur qui incarnait l'avenir électrique. Pour les mécaniciens en gants blancs de Molsheim et les fameux docteurs volants du réseau d'assistance mondiale, cette restructuration signifiait que leur savoir-faire ultra-systémique, synchroniser 64 soupapes et gérer la suralimentation de 16 cylindres, devenait soudainement la compétence d'une industrie crépusculaire. Le W16 n'était pas devenu lent ou indésirable pour ses acheteurs. Ses carnets de commandes débordaient. Il était simplement devenu orphelin de son modèle économique d'origine. Les manuels d'atelier numériques allaient bientôt cesser de recevoir des mises à jour majeures de conception. La mécanique fonctionnait encore parfaitement, mais le monde légal et industriel exigeait qu'elle s'arrête. Dans l'atelier de Molsheim, l'annonce de la fusion avec Rimac ne signifiait pas l'arrêt immédiat des chaînes de montage, mais elle déclenchait un compte à rebours inéluctable. Le W16 avait désormais une date d'expiration officielle. Cependant, dans le monde du très haut de gamme, on n'efface pas une telle machine dans le silence. Pour amortir les coûts titanesques du développement et honorer la fin de cette ère thermique avant que les normes ne ferment définitivement la porte, Molsheim décida de multiplier les projets ultra-exclusifs. Le moteur de 8,0 litres fut installé dans des carrosseries sur mesure fabriquées en série extrêmement limitée, renouant avec la tradition d'avant-guerre du coach building. Il y eut la Divo, plus affûtée pour les virages, la Cento DSi, hommage à l'histoire de la marque, et la voiture noire. Mais l'expression la plus révélatrice de ce retrait réglementaire prit la forme d'un projet radical, la Bugatti Bolide. La bolide fut conçue autour d'une question fascinante et tragique. Que se passerait-il si l'on libérait le W16 de toutes les contraintes d'homologation routière? Sans les catalyseurs géants imposés par la loi pour filtrer les gaz, sans les silencieux d'échappement restrictifs conçus pour limiter les décibels urbains,
sans les limites de poids liées à la sécurité des piétons, le moteur respirait enfin librement. Sur la piste, alimenté par un carburant de course spécifique à très haut indice d'octane, le bloc produisait une puissance ahurissante de 1850 chevaux. C'était la preuve ultime, gravée dans le métal, que le moteur lui-même n'était pas le facteur limitant de ses propres performances. L'ingénierie mécanique était encore capable d'aller plus loin. C'était l'écosystème légal européen qui l'étouffait. Mais la bolide n'était qu'un mirage de liberté, une machine strictement réservée aux circuits fermés, incapable de poser un seul pneu sur une route publique sans enfreindre la loi. Sur les routes ouvertes, la véritable fin de l'histoire arriva en août 2022, sous le soleil estival, avec la présentation de la Dover 16 Mistral. La Mistral n'était pas seulement un roadster, une voiture conçue sans toit pour rouler à ciel ouvert. C'était un monument d'ingénierie conçu pour offrir une dernière expérience physique et auditive du W16. Les ingénieurs placèrent les immenses prises d'air, les conduits en fibres de carbone qui aspirent et canalisent l'air frais vers les turbocompresseurs, juste derrière les appuis-têtes des passagers. À chaque accélération violente, le hurlement de succion des 4 turbos et le sifflement strident des soupapes de décharge envahissaient l'habitacle. C'était une manière de forcer le conducteur à entendre la respiration d'une mécanique qui allait bientôt être interdite. Bugatti annonça que seulement 99 exemplaires de la Mistral seraient produits. Après la livraison de ces derniers châssis, fixés autour de l'année 2024, le W16 ne serait plus jamais assemblé. Le déclin n'était pas seulement visible dans les bureaux de direction à l'annonce de ces modèles finaux, il se propageait silencieusement dans toute la chaîne d'approvisionnement européenne. Quand une ligne moteur de cette envergure s'arrête, ce sont des dizaines de sous-traitants qui doivent tourner la page. Les fonderies de pointe qui coulaient les immenses blocs d'aluminium de 440 kg devaient archiver leurs moules. Les fabricants des 64 soupapes en titane spécifiques devaient stopper leurs machines-outils. La fabrication de pièces détachées pour un moteur 16 cylindres orphelin allait bientôt devenir un défi logistique complexe, obligeant Molsheim à stocker d'immenses réserves de composants pour garantir les décennies à venir. Pendant que les derniers clients fortunés signaient des chèques de 5 millions d'euros pour s'offrir une Mistral, une transformation profonde s'opérait également au sein du réseau d'assistance. Les fameux docteurs volants de Bugatti comprirent que leur mission allait changer de nature. Bientôt, ils n'allaient plus assurer le service d'une technologie contemporaine en tête du marché. Ils allaient devenir les conservateurs d'une mécanique historique. Les épais manuels d'atelier numérique concernant le W16 allaient être figés dans le temps, sans nouvelle mise à jour logicielle majeure pour le contrôle moteur. Sur le sol en résine immaculée de l'atelier de Molsheim, les techniciens alsaciens continuaient d'assembler les ultimes blocs avec la même rigueur chirurgicale. Mais l'atmosphère avait changé. Les bancs d'essai de l'usine, ces structures forteresses où le feu et la chaleur étaient testés au quotidien, se préparaient déjà à accueillir une nouvelle architecture hybride basée sur un moteur V16 assisté par de puissants moteurs électriques et de lourdes batteries. La France allait conserver la marque Bugatti. Le logo en forme d'ovale rouge, portant les initiales d'Etor, allait continuer de trôner au sommet de la hiérarchie automobile mondiale, sous la direction de Materimac. Mais l'identité profonde de l'atelier des années 2000, celle d'une forteresse isolée défiant le monde, avec la seule puissance absolue de l'essence et de l'air comprimé, était en train de s'évaporer. Le marché avait changé, la loi avait tranché. L'ingénierie extrême devait s'incliner. Le moteur tournait encore. Les carnets de commandes se fermèrent. Les normes devinrent infranchissables. Les batteries réclamèrent la place. L'usine figea sa dernière ligne thermique. Le bruit de l'aspiration s'éloigna. Le logo resta sur le capot. Le monde qui avait exigé ce titan avait disparu. Le bruit des 4 turbos allait s'éteindre dans l'atelier, mais le métal de Molsheim n'avait pas fini de raconter son histoire. L'histoire du W16 ne se termine pas par une faillite amère ou une usine abandonnée, comme ce fut le cas pour tant d'autres empires mécaniques français au siècle dernier. Bugatti a survécu. Molsheim continue de produire des automobiles d'exception. Le célèbre macaron rouge orne toujours des calandres en forme de fer à cheval. Mais l'entité spirituelle et mécanique qui a défini la marque au XXIe siècle s'est profondément transformée.
Avec l'avènement de la Bugatti Tourbillon, révélée pour succéder à la lignée de la Chiron, le cœur de l'hypercar a changé. Le W16, gavé par ses 4 turbocompresseurs, a cédé sa place à un moteur V16 atmosphérique, couplé à un puissant système hybride composé de lourdes batteries et de moteurs électriques. C'est indéniablement une merveille d'ingénierie moderne, mais ce n'est plus la même philosophie. Le nouveau moteur accepte et nécessite l'aide de l'électricité. Le W16, lui, refusait tout compromis, et il tirait sa puissance de la seule force de Tucson, l'air du carburant et de la violence continue de sa propre combustion. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'était réellement le W16, il ne faut plus chercher sur les chaînes de montage en mouvement, mais dans les lieux de mémoire, de préservation et d'archives industrielles. À la Cité de l'Automobile de Mulhouse, sanctuaire absolu du patrimoine automobile français, ou dans l'enceinte historique et immaculée du Château Saint-Jean à Molsheim, le W16 entame sa seconde vie, celle d'un artefact historique et culturel. Il rejoint les gigantesques blocs de la Bugatti Type 41 Royal et les prestigieux 8 cylindres en ligne des Type 35 de l'ère d'Ettore Bugatti. Les collectionneurs privés du monde entier ne conduisent plus ces machines de la même manière. La Chiron, la Veyron et leurs séries limitées quittent progressivement le domaine de l'hypercar exploitable au quotidien pour entrer dans celui de la conservation mécanique précieuse. Dans des garages ultra sécurisés et climatisés, de Paris à Monaco, les fameux docteurs volants de Bugatti ne se contentent plus de faire l'entretien courant. Ils deviennent les conservateurs méticuleux d'une ingénierie révolue. Ils s'assurent que les 64 soupapes, les 10 radiateurs et les immenses systèmes de refroidissement en titane et carbone restent parfaitement fonctionnels, même s'ils ne sont presque plus jamais poussés à leur véritable limite thermodynamique. L'objet physique est préservé, mais sa fonction première est suspendue dans le temps. Le respect imposé par ce moteur aujourd'hui ne relève pas d'une simple nostalgie pour une époque où l'essence était reine. S'il fascine toujours autant les ingénieurs contemporains, c'est parce qu'il témoigne d'une victoire absolue de la mécanique sur la physique. Le W16 n'était pas seulement massif, il était thermiquement et structurellement impossible selon les normes de son époque. Créer 1000 puis 1600 chevaux dans une voiture capable de rouler à 400 km par heure, sans fondre, sans vibrer au point de se désintégrer, et avec une fiabilité permettant à un client de traverser l'Europe climatisée et en musique, reste l'un des plus grands tours de force de l'histoire industrielle. Ce bloc d'aluminium de plus de 400 kg prouve que l'industrie de pointe pouvait, par la seule force de la volonté, du calcul matriciel et de l'usinage de précision, forcer le métal à accomplir des miracles thermiques. Il reste la démonstration ultime des capacités de l'air de la combustion interne. 30 years. Il y a d'ailleurs une ironie sublime dans la genèse et la fin de cette machine. L'histoire industrielle veut que Ferdinand Piëch ait dessiné les premiers contours de cette architecture sur une simple enveloppe lors d'un voyage en train à grande vitesse au Japon en 1997. À l'origine, il imaginait un moteur à 18 cylindres. La rationalisation complexe l'a réduit à 16. Mais le véritable miracle n'est pas que ce croquis irrationnel ait été validé par un conseil d'administration austère. Le véritable miracle est que, malgré ses milliers de pièces mobiles, sa complexité ahurissante et la pression colossale dans ses chambres de combustion, le W16 s'est avéré être un chef-d'œuvre de fiabilité inébranlable. Là où des moteurs de course bien moins complexes explosaient après quelques centaines de kilomètres sur circuit, le Titan de Molsheim endurait des décennies de cycles de chauffe et de tests de torture. Il n'a jamais été vaincu par ses propres limites techniques, ni par une usure prématurée. Le déclin et l'arrêt définitif du W16 Bugatti ne racontent pas l'histoire d'un échec industriel ou d'une erreur de conception. Ils racontent l'histoire d'un changement de paradigme légal, social et technologique mondial. L'industrie automobile n'a pas abandonné ce moteur colossal parce qu'elle avait trouvé un moyen de faire mieux avec la même technologie de combustion. Elle l'a abandonné parce que la définition même du progrès a changé au sommet des États et des institutions européennes. La puissance brute, jadis mesurée par le volume d'air aspiré, la taille des explosions internes et le frisson acoustique, est désormais jugée par l'efficacité énergétique, la densité des batteries
l'intelligence logicielle et les bilans carbone globaux des grands groupes constructeurs. Le W16 était le roi absolu et incontesté de l'ancien monde, l'apogée d'une époque où l'excès était considéré comme une vertu d'ingénierie. Mais lorsque le continent européen, les lois environnementales strictes et l'éco, Nomi mondiales ont décidé de fermer définitivement les portes de ce monde, le roi n'avait plus aucun territoire où s'étendre. Il a survécu à tous ses concurrents mécaniques directs, mais il n'a pas pu survivre à l'évolution réglementaire de son propre écosystème. Quelque part en Alsace, dans le silence feutré d'un salon d'exposition privé à Molsheim, un bloc Weber 16, nu et parfaitement poli, repose aujourd'hui sous la lumière froide des projecteurs. Ses 4 turbocompresseurs figés dans l'aluminium, ses tubulures parfaites ne transportant plus aucune pression, attendant éternellement une étincelle et un souffle que l'industrie moderne n'a plus le droit de réveiller. À la prochaine et ou en histoire.